la thématique qu'on a choisie. Donc, on avait beaucoup réfléchi sur l'intitulé de notre club. Et donc, c'est accompagner le handicap pour en faire une opportunité. Bonsoir Farida, ça va? Pour en faire une opportunité et du coup l'alternance comme moteur d'intégration. Alors bon, bah, Sylvie, alors je vais vous présenter, je vais commencer en fait. Alors pourquoi cette thématique nous tient à cœur? D'abord parce que nous, en fait, on pense que euh, les situations de handicap, par notre pratique, hein, ne sont pas du tout faciles à aborder dans les entreprises. On a beaucoup de représentations mentales sur lesquelles il faut quand même beaucoup travailler mais que euh, tout ce public, d'une part, mérite d'être accueilli et accompagné dans nos entreprises et dans nos environnements, et que c'est finalement aussi une opportunité pour chacun d'entre nous de, de, de finalement aller chercher du public, enfin, sur enfin, des publics en fait un petit peu éloignés de l'emploi, mais qui ont des compétences qui peuvent être réellement opportunes pour nos entreprises. Voilà un petit peu donc le sujet. Donc moi on a le plaisir vraiment d'accueillir Sylvie Rebello, qui est la directrice d'un GEC, un GEC qui est un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification, qui s'appelle Handi Emploi. Donc voilà, donc on est en plein cœur du sujet. Sylvie, tu as donc une formation de psychologue et d'ergonome. Tu as travaillé longtemps pour des entreprises sur le sujet des conditions de travail. Puis tu as travaillé pour le groupe Vinci sur des missions RH et en particulier sur la mission handicap. Et puis, bon, petit détour aussi de parcours, tu as travaillé dans l'univers de l'intérim, et aujourd'hui tu as pris ce beau poste de direction pour ce groupement d'employeurs que tu vas nous présenter. Donc, je vais te laisser la parole pour que donc tu une approche. Enfin, on a choisi une approche qui est d'abord de parler en fait de ce qu'est le handicap et comment on peut lutter euh, contre les représentations qu'on peut tous avoir. Et puis après, tu nous présenteras dans un deuxième temps pourquoi le GIEC peut être une vraie opportunité et un vrai vecteur d'intégration pour ce public, ce public. Voilà, ben, je te passe le relais. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre présence sur ce sujet qui est effectivement très large et très riche. Avant de commencer, peut-être faire un tour de table pour me dire qui est qui, quel est peut-être votre premier niveau de connaissance sur la thématique du handicap. Voilà, pour que je puisse un peu adapter aussi mon intervention et mes retours. Allez, qui veut démarrer? Bah, Sophie, j'étais à droite de l'écran, vas-y, présente-toi, lance-le. Donc, Sophie Willet, chargée de ressources humaines de chez J'Emploi. Alors, ma connaissance de handicap, j'en ai pas vraiment, pour être honnête. Dans mon ancien métier, j'avais accompagné notamment quand même des personnes éloignées de l'emploi avec certains handicaps, mais j'étais pas dans une démarche vraiment handicap. Voilà. Après, donc nous, on a eu quelques recrutements avec des personnes ayant une reconnaissance RQTH. Voilà. Mais voilà, mon domaine de compétence s'arrête là. D'accord. Merci. Bon. Mike, vous pouvez peut-être prendre le relais. On ne vous voit pas. Bon, je vais prendre la parole. Allez, vas-y, Farida. Je suis Farida et en fait, je travaille en binôme avec Mike. Donc, je l'ai invité à cette visio. Donc, moi, je suis une employée. Je n'ai jamais été confrontée à cette situation-là. Et je pense que, donc, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de me greffer sur ce thème.
Et voilà, donc j'aurai peut-être des questions à poser, mais en tous les cas, je vais d'abord être très attentive à ce que je vais entendre. Et Maxime, tu veux prendre la parole? Moi, je vous suis sur l'écran, alors. Oui, alors Maxime Varzignac, assistant RH. Et alors moi, je me sens un peu concerné par le handicap puisque je suis moi-même titulaire d'une reconnaissance de travailleur avec handicap. Je connais un peu ce milieu et aussi les relations avec tout ce qui est maison départementale du handicap. Donc, je serais ravi d'entendre cette intervention pour voir qu'est-ce que Emploi fait pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc, voilà. super, parfait, merci. Elena? Oui, donc Elena, donc moi je suis assistante de gestion à la base et je suis actuellement une formation d'assistante RH et je suis à temps partagé également. Et donc cette notion de handicap pour moi est très importante parce que justement au sein d'une des sociétés dans laquelle je travaille, on est en cours de recrutement d'une personne en situation de handicap. Et par contre, je n'ai aucune notion du tout dans les différentes notions de handicap et les différentes approches qu'on pourrait avoir, justement. On va l'aborder. On va aborder tout ça, c'est parfait. Merci. Parfait. Laurence? C'est mieux avec le micro. Oui. Bonjour, Laurence. Moi, je suis DRH à temps partagé. Ce que je voudrais qu'on aborde, c'est notamment la notion du handicap des salariés qu'on a déjà et dont on ne sait pas qu'ils ont un handicap. Et comment les faire se dévoiler, entre guillemets, assumer et nous dire, parce que beaucoup ont peur de tout et de rien, mais beaucoup ont peur. Et donc, cette partie-là m'intéresse particulièrement. Parfait, on pourra l'aborder également. Séverine. Oui, bonjour. Donc, Séverine Brivadi, je suis assistante de gestion et comptable. Donc, moi, j'ai des notions parce que j'ai été travailleuse handicapée en reconversion professionnelle avant d'arriver à J'Emploi. Donc, j'ai suivi une formation financée par la MDPH. Donc, j'ai quelques notions, mais après, bon, peut-être que la législation évolue, donc on peut toujours apprendre. Donc, affaire à suivre. J'attends de voir ce que je peux, s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des évolutions. Mais sinon, j'ai quelques notions quand même. Ok, super, merci. Célia, du coup, je te laisse me dire quel est toi ton niveau de connaissance par rapport au handicap. Ok, merci Sylvie. Alors là, moi, c'est un petit peu particulier. Je suis plutôt en observation ou s'il y a des petits compléments parfois. Donc, Célia Pinson, bonjour à tous. Je suis chargée de mission mutation économique à la Driette, Île-de-France. Et donc nous, on travaille avec les entreprises, avec les branches, les OPCO sur les mutations économiques. Mais je suis également référente pour les GEC. Voilà, et la Driette travaille aussi, est très impliquée sur la notion de situation en handicap, puisqu'on a un plan régional d'investissement pour les travailleurs handicapés. Donc voilà, là c'est un lien, et le GEC étant au carrefour des politiques de l'insertion, puisque c'est de l'insertion par la qualification, de l'embauche en contrat de qualification, pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Et des GEC, les GEC sont également, côté entreprise, c'est une réponse à des besoins de recrutement. Ce n'est pas tout à fait le même besoin que le groupement d'employeurs. Là, on est sur de la construction de temps partagé. Le GEC, c'est une réponse à des profils que je ne trouve pas. Et voilà, Sylvie fait partie directrice d'un nouveau GEC au sein du réseau régional et peut participer donc pour l'embauche avec une embauche spécifique de personnes en situation de handicap sur des fonctions support en vue d'une qualification, d'une insertion en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, puis embauche en entreprise. Voilà. Ok, C'était super, peut-être un peu rapide. Très bien. Alors, donc, mais je suis tout à fait prête à m'écouter attentivement. Complètement. Excusez-moi, le GEC, c'est JEC, JEK, Pardon, c'est une horreur, les acronymes.
On Je y suis reviendra désolée, après, effectivement, sur ce qui est Voilà. sur ce qui est le GEC, que signifient ces D'accord. lettres-là, etc. Vous inquiétez pas. Ok. Alors, avant de démarrer, donc j'ai entendu un petit peu, donc certains ont des notions de handicap, d'autres un peu moins. Est-ce que vous savez, pour que ce soit un petit peu interactif au démarrage, combien il y a de types de handicap? De type de handicap, Sylvie? Oui. Est-ce qu'il y a plutôt un De handicap? type, ça veut dire, par exemple, moteur, psychologique. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'il y en a 4-5, je crois. Je sais plus, non. 4-5 pour Sophie? Ouais. J'ai l'impression de dire une bêtise. Ouais. Moi, je dirais quoi? Je dirais moteur, je dirais psychologique. Ouais, je sais pas où tu vois, Bon, ouais. En tous les cas, moins de 10, ça c'est sûr, de type. Moins de 10, effectivement. Il y a effectivement 6 types de handicaps différents. 6? 6, effectivement. On va revenir après dessus. Est-ce que vous connaissez également le taux d'emploi global actuel des personnes en situation de handicap? J'imagine. Faible? Très faible, très faible. Très faible? Ouais, c'est ça. Ok. Moins de 10%, je crois, non? Comment? Moins de 10%, non? Ah oui, moins de 10%, effectivement. Ouais. C'est dingue. C'était pas un truc autour de 5-6, voire même. Non, j'ai entendu une fois, je crois que c'était 4-3%, je crois. Non. Ah, on n'est pas loin, hein. Je crois que je suis pas loin de ça. On n'est pas loin, c'est très bien. Alors, effectivement, donc on va revenir dessus pour vous présenter déjà et vous redéfinir la définition du handicap. Alors, le handicap, la définition selon la loi 2005 qui porte sur l'égalité des droits et des chances, sur la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, accrochez-vous, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, c'est la définition du handicap. Il y a effectivement 6 types de handicap. Tu n'étais pas très loin, Sophie. On a le handicap moteur, handicap visuel et auditif, qui sont regroupés dans une catégorie d'handicap qui est le handicap sensoriel. Les maladies invalidantes, l'handicap psychique, les déficiences intellectuelles et l'handicap cognitif. Et le handicap cognitif, par exemple, Sylvie? Oui, est-ce que tu as une idée, par exemple, de ce que ça pourrait être? Non, pas du tout. Non, justement, là, non, je vois pas, justement. Alors, en fait, ce sont toutes les conséquences de dysfonctionnement des fonctions cognitives, troubles de l'attention, de la mémoire, du langage, tout ce qui est dyslexie, troubles de l'attention, l'hyperactivité. Tout ça, c'est mis dans les comportements suite à un AVC. D'accord. Voilà, c'est un handicap, en fait, qui va impliquer des difficultés à mobiliser des capacités, mais n'implique pas du tout de déficience intellectuelle. Oui. Donc, vraiment, à bien, parce que souvent, on imagine en handicap cognitif, intellectuellement, il y a des soucis, quoi que ce soit, pas du tout. On est vraiment sur des difficultés à mobiliser certaines capacités, de l'attention, de la mémoire, l'adaptation du changement, tout ce qui est langage. D'accord. Voilà, tout ce qui est hyperactivité, les TDAH, l'autisme, la dyslexie. Voilà, tout ça, effectivement, on est sur du handicap cognitif. Handicap psychique. Les bipolaires, par exemple? Exactement. Effectivement, tous les troubles de bipolarité, de schizophrénie, mais aussi tout ce qui est troubles anxieux, troubles de comportement alimentaire, tout ce qui est lié aux dépressions. Voilà. Là, on touche vraiment un dysfonctionnement de la personnalité. Et sans pour autant avoir une atteinte des capacités intellectuelles. On n'a pas toujours, effectivement, maintenant, tout ce qui est troubles de bipolarité, schizophrénie, il y a des traitements qui stabilisent, effectivement, ces troubles-là. Moi, j'ai quelqu'un dans une entreprise qui est schizophrène, oui. Voilà, qui n'ont pas forcément d'atteinte des capacités intellectuelles. Handicap moteur, assez simple.
Il faut quand même noter que le handicap moteur, c'est vraiment des difficultés pour se déplacer, conserver ou changer de position, prendre, manipuler, effectuer certains gestes. Dans les handicaps moteurs, il n'y a que 10% des personnes qui présentent un handicap moteur qui sont en fauteuil roulant. Les TMS rentrent là-dedans? Exactement, tout ce qui est TMS, troubles- myopathie, les lombalgies. Les lombalgies, ouais. Tout à fait. Les paralysies, les paralysies faciales, les paralysies d'un côté, etc. Ça, tout à fait. Et voilà, il faut Bonsoir quand même l'avoir. Nathalie, je vois que tu viens, pardon, excuse-moi. Bonsoir Nathalie. On accueille Nathalie Lecomte également, oui. Bonsoir Nathalie. Juriste, Nathalie. Enchantée. Donc, on en était effectivement, on commence à présenter les différents types de handicap, Nathalie. On ne vous entend pas. Oui, tout à fait. Il faut que tu ouvres ton micro, Nathalie. Ouvre ton micro. Oui, excusez-moi. Excusez-moi pour le retard. Merci pour le point. Donc, on était aux différents types de handicap. On a abordé le handicap cognitif, psychique, handicap moteur, handicap sensoriel, visuel, auditif, effectivement. À savoir que dans cette catégorie de handicap, on a très, très peu de personnes qui sont sourds ou aveugles. On est plutôt sur des malentendants ou malvoyants. D'accord? Une affection qui va se faire sur un des organes. D'accord? Donc, on est vraiment, pareil, c'est comme le handicap moteur. Ce n'est pas la majorité des personnes en situation de handicap qui présentent effectivement ce type de handicap, quoi. Oui, ou maladie, de pathologie, quoi. Oui. Maladie invalidante. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes? Alors, est-ce que c'est dans cette catégorie qu'on met les maladies chroniques, les ALD Exactement. Tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est maladie respiratoire, digestive. Le diabète, par exemple? Le diabète, oui. Pour moi, le diabète est là. Exactement. Le diabète, l'hémophilie, l'hyperthyroïde. L'hypertension. Exactement. Les cancers, la sclérose en plaques, l'épilepsie. D'accord. Voilà. Les maladies invalidantes, elles peuvent être effectivement soit momentanées, permanentes ou évolutives. Voilà. On peut être en situation de handicap avec une problématique, par exemple un cancer, et puis 5 ans, 6 ans après, on n'est plus en situation de handicap parce que nous sommes en rémission et que nous sommes complètement guéris. OK? Alors, handicap, je dirais mental, intellectuel, ça parle un petit peu effectivement. Là, pour le coup, c'est vraiment une limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension. Donc, on va avoir principalement tout ce qui est lié à la trisomie 21, voilà, l'hypoxie cérébrale du nourrisson, voilà, toutes ces pathologies qui affectent effectivement la rapidité dans les fonctions mentales. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Non, ça démystifie déjà un peu. Est-ce que vous connaissiez un petit peu toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez appris, par exemple, que telle ou telle pathologie pouvait être reconnue comme un handicap? Je ne penserais pas que tout ce qui est diabète ou autre maladie de ce type pouvait être considéré comme un handicap. Moi, quand on dit handicap, c'est soit effectivement le visuel, le moteur, tout ce qui est aussi psychique, mais pas tout ce qui est diabète et autres maladies de ce type. Les maladies chroniques, quoi. Oui, effectivement. Et vous avez raison parce que beaucoup ont ces idées-là et ces idées reçues. Sur l'ensemble des personnes en situation de handicap, on a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc, vous voyez, dans le handicap moteur, quand on vous dit 10% en fauteuil roulant ou 10% aveugle ou sourd, ça laisse tout le panel de l'entre-deux, quoi. Et qui n'est pas visible, qui ne nécessite pas, on y reviendra après, des aménagements de poste particuliers, etc. Oui, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qu'on ne peut pas détecter, entre guillemets. Exactement, qui ne se voient pas. Le cancer, en fait, bon, la personne, voilà, si elle ne l'a pas dit, on ne peut pas le deviner. L'hypertension, encore moins, surtout s'il y a un traitement qui fonctionne. Ça n'influe pas, je dirais, sur une vie de tous les jours, à part qu'il y a une prise de médicaments. Donc, c'est vrai que le diabète, on me l'avait déjà dit parce que
un diabétique m'avait dit je peux rentrer dans cette catégorie-là, mais effectivement, je ne pensais pas à l'hypertension ou des choses qui pour moi sont des maladies effectivement chroniques, mais pas handicapantes en soi. Ouais, effectivement, tout ce qui est maladie de Crohn, les maladies digestives, qui rentrent aussi effectivement comme un handicap. Hein, et donc, beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées n'imaginent pas toutes les situations de handicap qui peuvent se présenter, quoi. Sylvie, moi j'ai une question qui est liée à le contexte du handicap. Alors je m'explique. Est-ce que par exemple quelqu'un qui aurait de l'arthrose ou de la polyarthrite, en fait, et qui dans le cadre de son travail ne serait pas handicapé dans sa situation de travail, est-ce qu'on le considère comme un handicap? C'est-à-dire que la question, est-ce que c'est la maladie, la pathologie qui est considérée comme handicapante ou est-ce que c'est une pathologie dans un contexte? Alors, en général, effectivement, une personne qui rencontre au cours de sa vie une maladie, une difficulté, elle va se rendre compte par rapport à sa situation de travail et se faire reconnaître travailleur handicapé. C'est toujours par rapport à une situation de travail. La reconnaissance, vous l'avez pour 5 ans, qui peut être renouvelable. D'accord? Cette reconnaissance-là, donc une fois que vous l'avez pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, effectivement, si la personne, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne qui a des grosses problématiques de dos, qui est maçon-coffreur, qui est reconnu travailleur handicapé, il va demander sa reconnaissance. Entre-temps, il se reconvertit. Oui. Au bout de 7 ans, il est sur un poste bureautique. Il n'aurait pas forcément, on ne va pas lui renouveler forcément cette reconnaissance. Tout à fait. Donc, c'est toujours par rapport à une situation de travail. Et du coup, ma question, c'est par rapport aux maladies chroniques, parce que je comprends bien quelqu'un qui a mal au dos, qui est déménageur, mais par rapport aux maladies chroniques, par exemple le diabète, qui est handicapant, ça c'est sûr. En quoi ça interagit dans la situation de travail? Alors, par exemple, moi, j'ai la réponse. Ah, tu as la réponse, Sophie? Oui, parce qu'en fait, vas-y. J'avais en fait une collègue qui était extrêmement diabétique, qui d'un côté, le diabétique crée des dysfonctionnements au niveau du cerveau, au niveau neurologique, et que ça crée beaucoup de fatigue pendant le travail. Donc, elle avait besoin d'une pause toutes les 2 heures, obligatoire. Ensuite, en fonction du niveau de diabète, il y avait des injections à faire. Donc, elle devait prendre aussi des pauses pour s'injecter de l'insuline. C'est pour ça que ça rentrait. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une certaine adaptation du poste pour sa situation de handicap. Oui, mais oui, d'accord. Alors, le diabète, c'est vrai, mais l'hypertension? C'est pareil, l'hypertension, ça peut être aussi de la fatigue qui peut créer de l'hypertension. Voilà, après, il y a besoin des pauses. Enfin, après, je suis pas... après, le fait de ne pas pouvoir lever les bras pour quelqu'un qui fait de l'hypertension, mais alors là, on est peut-être sur certains métiers particuliers, mais les ports de charge. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé et là, ça va être en lien avec le médecin du travail, ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Toute personne, de toute façon, qui est reconnue, qui a des problématiques, est en lien avec le médecin du travail pour les restrictions, pour toutes ces choses-là, effectivement. Mais effectivement, le diabète, tu as raison, Sophie, il y a des personnes que moi j'ai accompagnées qui ont dû organiser leur temps de travail et faire une sieste d'1 heure entre le matin et l'après-midi, parce qu'il y a une fatigue, effectivement, qui est très intense, beaucoup d'énergie dépensée. Et voilà, donc ça, effectivement, il faut que l'entreprise, pour qu'elle puisse adapter une organisation de travail, une organisation horaire, il faut que ces personnes-là soient reconnues, par exemple. D'accord. Et il faut absolument avoir une reconnaissance pour que l'entreprise prenne en charge le handicap ou pas, Sylvie? Si la personne, si par exemple on se rend compte que quelqu'un, moi je me suis rendu compte par exemple que quelqu'un était mais vraiment travaillé à 2 mm de son écran, quoi. Donc je suis allée la voir, je lui ai dit écoute, faut qu'on parle de ça, quoi, parce que il y a un truc qui va pas, est-ce qu'il faut qu'on t'adapte le poste? Enfin, bon, je vais peut-être repasser un peu mon rôle, mais du coup, si la personne, elle n'a pas cette reconnaissance, dans quelle mesure, nous, on peut agir ou pas? Alors, effectivement, c'est compliqué parce que quand il y a des aménagements de postes, je dirais, techniques ou matériels, un écran,
des adaptations, on a un organisme qui s'appelle l'AGFIP qui finance toutes ces actions-là et tous ces aménagements-là. Et il finance aux personnes qui ont cette reconnaissance-là, ce statut de reconnaissance. Donc, effectivement, il faut d'abord passer par la case de reconnaissance et qui peuvent donner accès à un certain nombre d'aides, aussi bien pour l'entreprise, mais surtout pour la personne en elle-même. Oui. Des aides qui peuvent aller jusque dans la vie personnelle, l'aménagement de véhicules, enfin tout un tas de choses, effectivement, qui peuvent être prises en charge par cet organisme. Mais il faut que cette personne-là soit reconnue. Oui, oui. Et c'est là où, en fait, je rebondis sur ce que disait Laurence en introduction, c'est que les gens qui sont dans une forme de déni ou de honte, entre guillemets, par rapport à leur handicap et qui ne veulent pas en parler, c'est quand même vachement compliqué hein, pour nous en RH, hein. Laurence. Hein. Alors, effectivement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on intervient, quand je dis on, ce sont tous les acteurs du handicap de plus en plus en entreprise pour sensibiliser. Moi, j'interviens toutes les semaines dans une entreprise différente pour sensibiliser, pour parler de ce qu'est le handicap, quel droit ça peut ouvrir aux salariés, quelle est l'aide aussi pour les entreprises. Voilà, quel est l'intérêt. Et beaucoup, après cette sensibilisation-là, vont aller voir leur RH après. Voilà, parce que c'est quelque chose de confidentiel. L'entreprise, l'employeur n'a pas à communiquer sur tiens, lui, il est reconnu, lui, il n'est pas reconnu. Mais ça ouvre le champ. Et ça montre aussi aux salariés que l'entreprise, elle est ouverte sur ce sujet du handicap. Et la personne y va de manière plus naturelle avec, voilà, sur un, on va dire, un climat plus de confiance. Ouais. Une question, Sylvie, concernant la place quand même des données personnelles, des données de santé, parce que quand on dit OK, tes reconnaissances RQTH, il faut tel aménagement, sans dire le mot en vrai de la maladie, ça c'est l'employeur qui doit savoir juste qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la personne puisse travailler correctement. On n'a pas à savoir ce que la personne a en vérité. Effectivement. On ne peut pas poser la question en entretien ou dans le cadre RH salarié, poser la question quel est le handicap, depuis quand vous êtes handicapé, on entend souvent ça, vous êtes depuis combien de temps. On parle de compensation. Compensation, c'est tout ce qui est aménagement de poste s'il y a. Voilà, on ne peut pas parler de depuis combien de temps, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi les symptômes, on ne peut pas du tout aborder ce sujet-là. Hein. Si le salarié veut en parler, libre à lui, on ne peut pas poser la question. La seule question qu'on peut poser dans l'entretien de recrutement, c'est avez-vous des compensations, des aménagements de poste à prévoir, qu'ils soient techniques, organisationnels, relationnels. Et ça, c'est pas discriminant si on pose la question comme ça? Non, si on pose la question de compensation ou est-ce qu'il y a-t-il un besoin d'aménagement? Pas du tout. D'accord. Non, non, là, vous êtes dans votre dans vos droits, voilà, droits de salarié. On n'est pas du tout là-dessus, effectivement. Mais il faut parler de compensation et pas de handicap. On est plutôt, quand on recrute une personne, ce sont les compétences et les capacités de la personne, hein, oui, qu'elles soient relationnelles, etc. Donc, le handicap, il faut que l'employeur, effectivement, sache qu'il y a des aménagements ou pas à prévoir. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de RH qui recrutent des personnes sans savoir qu'elles sont reconnues. Ah oui, oui, oui. Et oui. Oui, et après, je me souviens, Elena, chez Apop, là, on avait eu la discussion de dire, mais comment on fait pour... bon, c'est une entreprise du secteur de la propreté, hein, donc forcément, on sent bien qu'il y a des gens qui ont quand même les problématiques, voilà. Hein. Et en fait, on se demandait comment on pouvait aborder la question pour que les gens nous disent, voilà, moi, j'ai une reconnaissance RQTH, quoi. Voilà, c'est là où c'est délicat, oui. Ouais. Elle peut pas être individuelle, cette démarche-là. Il faut aborder le sujet en entreprise dans une démarche collective. Lors d'une sensibilisation, voilà, personne n'est concerné directement. En tout cas, personne n'a l'impression d'être concerné. Hein. La sensibilisation est vraiment large, elle touche tous les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ensuite aux collaborateurs en se disant, tiens, l'entreprise, voilà, elle est dans une politique handicap, elle est dans une volonté de, j'irai bien voir ma RH ou mon RH pour lui en parler. Oui. Voilà, lors des sensibilisations, on reparle du côté de bienveillance, de confidentialité, de droit, etc. Donc effectivement, on a beaucoup de personnes qui se reconnaissent après les sensibilisations qu'on fait en entreprise. Mais elles doivent être collectives. Ou alors, ça doit venir de la part du salarié. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Donc, alors, petit jeu. Vous avez tous le visu sur l'écran. Hein. Alors, vous voyez toutes ces célébrités-là?
J'imagine que vous les reconnaissez pour la plupart. Alors, bon, du coup, je vais arrêter le suspense, hein, il n'y a pas de grand suspense, mais toutes ces célébrités-là, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles ont un handicap. C'est facile pour certains. Voilà, pour certains, effectivement, c'est Beaucoup facile. moins Hein. pour d'autres. Voilà, hein, bon, Beethoven, Winston Churchill, Freddie Mercury, voilà, on le savait, effectivement, mais quand on entend que Mel Gibson, qui est quand même un super acteur qui est atteint de bipolarité, Jessica Alba d'hyperactivité, Will Smith, trouble de déficit de l'attention. Voilà, bon, Edith Piaf aussi, c'est un peu plus, on va dire, courant. Donc, tout ça pour vous dire que le handicap, c'est quelque chose qui est plutôt acquis au cours de la vie qu'à la naissance, en fait. Il y a très peu, finalement, de personnes en situation de handicap, mais qui sont nées en situation de handicap, quoi. D'accord, elles arrivent plutôt au cours de la vie. On y reviendra après aussi. Et le handicap, c'est surtout pas, mais c'est là où il faut vraiment essayer de lever tous ces freins, tous ces préjugés. C'est pas associé à un manque de compétences, c'est pas associé à une impossibilité d'évoluer. C'est surtout pas toujours un handicap lourd. C'est pas toujours visible. Et il faut essayer d'éviter d'associer le handicap à absence répétée en entreprise. Oui, parce que c'est souvent, ça, quoi. on associe effectivement, non, s'il est en situation de handicap, c'est pas compatible avec le travail, il va être tout le temps absent, il va pas pouvoir évoluer, il va pas être compétent. On n'est pas du tout là-dedans. Hein, quand on recrute, on recrute des compétences et des qualités. Oui, mais c'est vrai, Sylvie, et je pense que tu vas rentrer dans la thématique, hein, que ça demande un travail en interne alors que ça vienne de la RH ou du dirigeant ou comme on veut, hein, mais de, de sensibilisation, de sensibilisation positive et vraiment d'une envie en tant que RH, hein, d'accompagner les managers qui sont parfois maladroits et qui veulent pas dans ces situations. Et si je peux me permettre d'un petit retour d'expérience, hein, moi j'ai recruté quelqu'un qui était vraiment, je l'ai vu dès l'entretien d'embauche, hein, qui était dans une position très prostrée, très fermée, très pas bien, quoi. Donc j'ai vite vu que ce jeune il avait quelque chose, quoi. Et comme tu le dis si bien, moi j'ai eu envie de recruter sa compétence, hein, mais le manager, dans un premier temps, il a eu un mouvement de recul, qui est un jeune manager. Il m'a dit non, mais moi, et j'ai longuement discuté avec lui et je lui dis, tu sais, il faut peut-être qu'on essaye d'avancer quand même, quoi, et de voir. Et en fait, je me suis rendu compte que de façon assez naturelle, le manager a développé une bienveillance. Parce qu'il avait complètement intégré que oui, qu'il y avait des choses qui étaient possibles et que voilà, quoi, et que du coup aujourd'hui en fait cette personne elle est complètement intégrée, mais je me rends compte que ça a demandé en fait un vrai dialogue et une vraie comment dire de lui expliquer qu'on ne pouvait pas l'intégrer comme n'importe qui d'autre, voilà, qui était peut-être pas dans cette situation-là, quoi. Alors, c'est compliqué, on est un peu maladroit, mais il faut quand même qu'on mette en place des conditions de bienveillance. Et dans bienveillance, moi, j'ai presque envie de dire que c'est aussi de dire qu'il faut être patient, quoi, qu'il y a un moment donné, il faut observer, il faut adapter, il faut intégrer, voilà, quoi. Alors effectivement, on en reviendra après sur le fonctionnement du GEC et l'accompagnement, etc. Mais pour qu'une intégration soit réussie, il faut de l'anticipation et de l'accompagnement et de la volonté. Si on n'a pas ces trois points, voilà, on aura beau tout faire, ça ne fonctionnera pas, quoi. Donc volonté, oui, bien sûr. Et tu disais quoi d'autre? Accompagnement et anticipation. Oui, voilà. Voilà, on ne recrute pas une personne en situation de handicap de la même façon qu'une personne tout public. Hein, en fonction du type de handicap, il y a une anticipation à avoir
ne serait-ce que pour tout ce qui est aménagement matériel. Il y a des études de poste à faire, il y a une sensibilisation à voir. On va revenir dessus après, derrière. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, je vais refaire un petit quiz avant de passer sur le GEC et la partie plus technique de l'accompagnement et de lier handicap, alternance. Est-ce que vous êtes tous prêts? Vous suivez? Alors, quel est le pourcentage de la population qui est en âge de travailler et qui se trouve en situation de handicap? Donc, vous avez 4 chiffres, 80, 7, 14, 2. Vous avez compris le principe. Une personne sur combien développera un handicap au cours de sa vie de manière ponctuelle ou définitive? Quel est le pourcentage des handicaps qui sont invisibles? Et quel est le pourcentage des personnes en situation de handicap au chômage? Alors, pour la première question, pour la première phrase, est-ce que vous avez des idées? Je dirais 14%. Non. Alors 7. 7%, effectivement. 7% de la population en âge de travailler. Alors, la proportion, c'est 15-64 ans. 7% de la population en âge de travailler est en situation de handicap? Oui. Ouais. Et en âge de travailler, ils prennent l'âge… 1 sur 10, quoi. Non. C'est ça. Non. C'est entre 15 et 64 ans, le périmètre en âge de travailler. D'accord. Donc, on a 15 ans, voilà, ils ne sont pas encore en activité. 64 ans, parfois, ils ne sont plus en activité. Et là, Sylvie, on parle des personnes qui sont reconnues handicapées professionnellement ou qui sont handicapées, qu'elles aient fait la démarche de reconnaissance ou pas auprès de leur employeur. Reconnues. Ah, c'est uniquement reconnu. Ouais. Donc, il y en a plus potentiellement. Exactement, tout à fait. Oui, il y en a plus, oui, c'est ça. Là, on est uniquement sur les personnes qui ont été reconnues, effectivement, en situation de handicap. Mais effectivement, il y a tous les autres. Vous faites bien de le dire, effectivement. Sur le deuxième item, est-ce que vous avez une petite idée? 1 sur 2. Oui, 1 sur 2, effectivement. Les chiffres restants, c'est un peu plus compliqué. 1 sur 2, c'est-à-dire que 50% des gens vont développer des… Oh là là, c'est énorme. La chose qu'on est… Parce qu'effectivement, ça peut être de manière ponctuelle ou définitive. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est quoi un handicap ponctuel à part le cancer, à part une maladie Qu'est-ce qu'on a à part le cancer ponctuel? On va avoir, par exemple, des lombalgies qui n'ont pas été traitées. On va avoir, par exemple, un diabète dont le niveau de diabète va diminuer. Une maladie qui va être stabilisée. Une personne qui était en dépression était reconnue travailleur handicapé, et qui aujourd'hui n'est plus dans cette situation-là. Alors, c'était ma question. Les dépressions, ça peut rentrer dans… C'est ça, moi aussi. Tout à fait. Ok. Donc, quel est le pourcentage des handicaps qui sont invisibles? Je crois que je l'avais dit tout à l'heure. 80. 80. Ah, et on a effectivement 14% des personnes en situation de handicap qui sont au chômage. C'est le double du taux de chômage pour les personnes tout public. Pour les personnes tout public qui ne sont pas en situation de handicap. Ah oui, bah oui. Et les demandeurs d'emploi aujourd'hui qui sont inscrits demandeurs d'emploi et qui sont reconnus travailleurs handicapés restent plus longtemps au chômage, ont un niveau de qualification pour aller 30% supérieur au bac. Voilà, c'est un peu pour ça effectivement que le GEC Handi Emploi a été créé pour amener, pour apporter cette qualification manquante à ce public. Parce que les personnes reconnues travailleurs handicapés restent plus longtemps au chômage, ne sont pas forcément accompagnées et ne sont pas forcément qualifiées. Mais on y reviendra après, effectivement, sur la suite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la thématique du handicap? J'ai voulu faire, on va dire, assez complet pour que vous puissiez un petit peu être sensibilisé aux termes, aux différents types de handicap, avant d'aborder sur la partie plutôt accompagnement, emploi, alternance. C'est clair. Non, ça laisse effectivement rêveur, quoi, de se dire que cette thématique, on l'appréhende mal, quoi. Ça me
conforte dans l'idée que, effectivement, ça demande beaucoup de pédagogie et je trouve, pour ma part, que les campagnes de marketing ou de communication qui sont faites parfois, elles desservent complètement la cause, pour ma part, je trouve. Oui, on est Parce bien d'accord. que Souvent, les images. justement, ça fait le focus sur des situations qui sont déjà dans nos têtes cristallisées, quoi. Alors qu'il faudrait effectivement, à mon sens, mais c'est comme quand on travaille sur toutes ces questions discriminantes, hein, qui peuvent être le genre, qui peuvent être la couleur, qui peuvent être de peau, qui peuvent être la seniorité, enfin, sur toutes ces questions-là, elles sont appréhendées. À mon avis, elles sont plus cristallisantes en fait que autre chose, quoi. Alors que il faudrait les aborder, un peu pour démystifier un peu et puis dire que oui, la première chose, c'est quand même de dire que il y a de la compétence et qu'on va aller chercher de la compétence, quoi. Oui, complètement, je te rejoins complètement. Et c'est vrai qu'en plus, même au niveau image, communication visuelle, on retrouve souvent une personne en fauteuil ou une personne à C'est qui ça. manque un membre, une personne, enfin, alors qu'on est quand même, c'est pas la majorité des personnes, hein, Non, non, et et on puis a encore voilà, cette quoi. communication-là, effectivement. Mm. Ce qui n'aide pas à déconstruire tous ces freins liés au handicap, hein, c'est sûr. Oui, oui. Et quand on a préparé en fait notre club des DRH, c'est vrai qu'on discutait à bâton rompu, Sylvie, et je me rends compte que par exemple en Espagne, cette question du handicap, je te disais, elle est appréhendée de façon tout à fait différente, quoi. C'est-à-dire que les gens sont totalement intégrés, on les cache pas, quoi, dans la société. Il y a quand même les gens ont quand même des activités. On voit des gens qui sont pas forcément en bonne forme, mais qui travaillent, qui ont vraiment accès à et qui pour le coup sont complètement intégrés dans la société, quoi. Parce que là en plus il y a quand même ouais. Ouais, complètement, c'est vraiment intégré en fonction des pays, Très intégré culturel. à la politique, à la culture. Enfin, c'est dans le paysage, quoi. Alors qu'en France, c'est vrai que on va avoir peur de ce qu'on connaît pas. On va avoir peur de ce qui est différent. Oui. Il y a ce côté-là, voilà, non, voilà, on s'éloigne un petit peu, on reste dans notre bulle, effectivement. Et il y a de plus en plus d'acteurs qui travaillent sur ce sujet-là, justement, pour démystifier tout ça et favoriser l'intégration par la suite des personnes en situation de handicap. Mais ce sujet, en fait, il devrait être traité dès l'école, en fait. Parce que Alors, il y a beaucoup de discrimination, déjà rien que des maîtresses et des éducateurs à l'école, qui les mettent vraiment de côté. Ils sont handicapés, donc ils ne sont pas comme nous, donc ils ne suivent pas les cours de la même façon que nous. Effectivement, on intervient. Déjà de population. Ouais, on intervient. Moi, j'interviens parfois auprès des lycéens sur de la sensibilisation, effectivement, sur quels sont les types de handicap. Quels sont les types de handicap pour voilà, déconstruire encore une fois et puis lever ce côté-là, fauteuil roulant, canne blanche, les sensibiliser effectivement dès le plus jeune âge. Et maintenant, dans chaque centre de formation, vous avez l'obligation d'avoir un référent handicap. Donc, ce qui aide beaucoup les jeunes et moins jeunes qui rentrent en parcours classique, en BTS. Voilà, chaque centre de formation a un référent handicap. Donc, la personne qui se sent concernée peut être accompagnée dans le cadre de son cursus scolaire et formation, quoi. Ouais. Alors, on va aborder la question du Attends, GEC. Sylvie, Farida, excuse-moi, Farida voulait intervenir, Sylvie. Oui, en fait, j'étais en train de me dire qu'au-delà de l'aspect culturel, ne pas avoir peur des différences, si je me recentre sur uniquement le domaine professionnel, je me dis que c'est surtout pour, je pense, le manager du côté de l'entreprise, se dire quelles contraintes ça va représenter pour l'entreprise. Oui, effectivement. Je pense que oui, parce qu'on aborde le handicap comme une contrainte. C'est ça. Oui, voilà, comme une opportunité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a intitulé vraiment, c'est une opportunité, mais de la même façon qu'on aborde la question de l'âge, complètement pareil. De la même façon, quoi, c'est-à-dire comme une contrainte,
Et de la même façon qu'on aborde toutes les différences, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de moyenneté, là, pardon du terme, qui est insupportable. La différence devrait être considérée comme une richesse et comme une complémentarité. C'est bien ce que nous, on essaye de faire quand on travaille avec vous, quoi, de dire, voilà, mais malheureusement, c'est abordé. Alors, la contrainte, et c'est vrai que là encore, ces fameuses pénalités qui sont mises en place pour sanctionner finalement l'entreprise qui ne joue pas le jeu, ben, ça dessert aussi un peu la cause, parce que du coup, on se dit, tiens, on va intégrer quelqu'un en situation de handicap pour pas avoir à payer, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, quoi? Je me questionne. Effectivement, ouais, je te rejoins là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont recruter des personnes en situation de handicap pour remplir leur objectif. Voilà. Et donc, le taux d'emploi d'une entreprise de plus de 20 salariés est de 6%. Voilà. Aujourd'hui, le taux d'emploi moyen dans les entreprises en France, il est de 4,2%. Donc, on est encore très, très loin de l'objectif qui avait été abordé en 1987. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on essaye de combler un trou pour pas avoir à payer. Enfin, moi, pour avoir un peu cherché à recruter quelqu'un en situation de handicap, c'est compliqué, quoi. On a une espèce il y a des vautours qui se jettent sur le truc en disant non mais vous n'avez pas besoin d'embaucher, passez par nous et comme ça, ça diminue ce que vous avez à payer, ou qui essayent de contourner pour récupérer les pénalités des entreprises pour en faire, je sais pas moi, une espèce de business, et c'est quand même insupportable, quoi. Alors que la question devrait être envisagée de dire, ben voilà, la différence, c'est une richesse, quoi. Effectivement, alors sur une démarche volontaire et bienveillante, très peu d'entreprises joueraient le jeu, quoi. Oui. Malheureusement. On croit bien faire, parfois, et puis ça dessert beaucoup, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, non, mais j'entends complètement ce que tu dis, mais ça a été, bon, il y a quand même maintenant plus de 35 ans, mais c'était vraiment sur une démarche volontaire avant. Aujourd'hui, il y a effectivement une obligation pour l'entreprise, mais il y a aussi en parallèle tout un tas de dispositifs qui existent et qui n'arrêtent pas d'évoluer. Tout un tas d'aides financières, on va y revenir après, des accompagnements, des organismes qui ont été créés pour accompagner ce public-là. Donc, les entreprises, alors, elles n'ont pas connaissance, elles n'ont peut-être pas le temps, pas la ressource en interne, mais aujourd'hui, en Ile-de-France, en plus, où on a vraiment de multiples acteurs, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner et répondre à cette obligation. Oui, mais il y a quand même une sacrée opacité. Et Léna, tu pourrais témoigner, hein, quand on a commencé à chercher, recruter quelqu'un, on n'y comprenait rien, en fait. On n'y comprend rien, on est limite harcelé par tous les appels téléphoniques, justement, pour nous vendre une démarche pour éviter de payer les taxes. Donc, c'est compliqué de s'en dépatouiller en plus et de comprendre le fonctionnement de tous ces organismes-là. Oui, effectivement. Et là où je vous rejoins, c'est que la communication n'est pas claire. Il y a tellement d'acteurs que on ne sait pas qui contacter, quand, si je suis à Paris dans 92, est-ce que c'est les mêmes acteurs, est-ce que non, à quel moment les contacter, comment je sais que effectivement, il devrait y avoir une communication qui soit plus claire. Donc effectivement, il y a pas trop de cabinets qui accompagnent sur l'accompagnement. Ils vont être sur des cabinets de recrutement classiques, on va dire, avec des personnes en situation de handicap à l'intérieur. Mais effectivement, je suis d'accord. Dans d'autres régions, en France, on n'a pas ce problème-là de la multiplicité des acteurs, mais en Ile-de-France, comme tout est par département, on multiplie. Sur chaque département, on a les mêmes acteurs. Donc, ça devient un petit peu compliqué à suivre pour une entreprise dont ce n'est pas le sujet premier, quoi. Et est-ce que c'est pas possible, voyant qu'il y a 80% des personnes en situation de handicap qui sont inscrites au chômage, est-ce que ce serait considéré comme discriminatoire si, en contactant Pôle emploi, on disait qu'on voulait un profil, bien entendu, dans tel domaine de compétences, mais qui rentre dans la catégorie travailleurs handicapés? C'est possible? Parce que du coup, ça éviterait tous les intermédiaires nocifs. Oui, mais c'est... Oh là là, oui. Alors,
Par exemple, il y a des acteurs du handicap qui sont du coup spécialisés. Par exemple, vous avez le Cap Emploi. Le Cap Emploi qui est une antenne du Pôle Emploi, qui travaille essentiellement avec des personnes en situation de handicap. Donc, sans préciser dans votre mail, dans votre appel, vous voudrez quelqu'un en situation de handicap, vous allez passer une commande, vous allez avoir un besoin d'entreprise. En sollicitant le Cap Emploi, vous aurez automatiquement une personne en reconnaissance. Le Pôle Emploi, alors là, en ce moment, il y a un rapprochement qui se fait entre le Pôle Emploi et le Cap Emploi. Voilà, demain, les conseillers Pôle Emploi vont être formés et vont accompagner le public. Ils vont être sur un portefeuille, entre guillemets, mixte de personnes en situation de handicap et personnes tout public. Donc, vous pourrez effectivement vous orienter en indiquant dans votre offre que vous êtes en faveur de la diversité, que les personnes en situation de handicap seront étudiées niveau compétences, etc. Ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est pas discriminatoire de transmettre une offre de poste et d'indiquer on va regarder par rapport aux compétences, qu'il soit reconnu travailleur handicapé ou pas de toute façon. Mais si une entreprise recherche vraiment une personne en situation de handicap, il y a les Cap Emploi, il y a la GFIP, il y a les forums dédiés. Il y a des forums, des salons d'alternance, d'emploi qui sont dédiés à ce public-là. Bon. On a une expérience, nous, qui n'est pas très… avec Elena, qui est… qui n'est pas très bonne. Ah bah non, ni Cap Emploi, ni AGFIP, ni rien. Hein. Bon. D'accord. Bon, on pourra y revenir dans un… Oui, non, mais c'est pas grave. Voilà. Mais oui. C'est l'idée, c'est que… Voilà. Ok, bon, j'ai pas vu l'heure, il est déjà 7h moins 4, donc je vais activer un petit peu, parce que je me suis un petit peu étalée sur la première partie. Je fais passer une vidéo très rapide qui dure 2 minutes pour vous expliquer de manière assez ludique ce qu'est un GEC. Donc, GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et puis après, j'aborderai le GEC Handi Emploi pour clôturer la séance. Alors, hop. On va être bien là, je pense. Est-ce que vous voyez tous bien? Oui. Ouais. Il faut activer le son peut-être. Le son n'est pas activé. Effectivement. Allez. Merci. Sylvie, le son ne marche pas? Le son ne marche pas. Sylvie ne marche pas, non. Non, on n'entend pas. Le son ne marche pas pour qui? Non. Pour tous. Même pour moi. Pour tous, Sylvie. Pour tous. Moi, j'entends pas non plus. Ah bah alors là, bonne question. Tu l'entends, Sylvie, toi, le son? Bah, je l'entends bien, ouais. Je l'entends bien, le son, alors… Alors, attends. Je me permets de mettre le lien de la vidéo. Ah bah oui, ok. Mes compétences informatiques sont très limitées, effectivement. Non, mais ça doit être peut-être un partage, je ne sais pas, sur la diffusion d'une vidéo, un partage de micro, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. Non, bah après, voilà, c'était pour illustrer, mais je peux l'expliquer à l'oral également. C'est pas… Hop. Alors. Ah, il y a Swazik. Bonsoir, Swazik. Oui. Oui, bonsoir, je suis désolée, j'étais un peu en retard. C'est pas grave. Hop. Du coup, tu l'as non, basculé? Non, non, j'arrive pas à la basculer. Si tu peux me l'envoyer en lien, comme ça, je le mettrai à la fin. Continue, il n'y a pas de souci. Ouais, je te l'enverrai et puis voilà. Voilà, je le mettrai après en lien sur le… Pas de souci, pas de souci. Hop. Alors, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi tout est parti. Hop. Voilà, on va y arriver. Donc, on reprend. Hop. Donc, le GEC, c'est donc un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
les GEC, ce sont des associations loi 1901 qui fonctionnent avec des entreprises qui font vivre l'association. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de GEC, hein, bon, à part au démarrage. Les entreprises, du coup, elles adhèrent à l'association, tout simplement. Et le GEC va mettre à disposition des personnes dans les entreprises. On va revenir dessus après. Le GEC Handi-Emploi, donc c'est un groupement d'entreprises qui est impliqué effectivement dans une démarche RSE pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Le GEC est vraiment au centre. Il est comme un facilitateur, c'est-à-dire qu'on va répondre à un besoin d'une entreprise, un besoin en recrutement. Le GEC va se charger de sourcer, de trouver le candidat, hein, par tous ces canaux d'acteurs, d'emploi, de handicap, de formation, etc. On va trouver le candidat qui répond aux besoins d'entreprise. On va coordonner et rechercher le centre de formation adapté aux besoins de l'entreprise et adapté aussi aux salariés. Parce que y a des salariés où, en formation, il y a des adaptations à faire. Par exemple, on a sur certains types de handicap où l'examen, par exemple, va être allongé de 3 heures. Ou un aménagement sur l'écran, quand c'est de la formation en distanciel. Donc ça, effectivement, le GEC fait le lien avec l'organisme de formation pour que le salarié puisse suivre la formation dans les meilleures conditions. Toutes les recherches de financement, de la formation, voilà, ça, c'est le GEC qui s'en charge. L'entreprise, elle est vraiment, elle, pour l'instant, elle n'intervient pas. Une fois qu'on a trouvé le salarié, qu'on a trouvé le centre de formation adapté et qui répond aux besoins de l'entreprise, ce salarié-là, on va anticiper son arrivée dans l'entreprise. C'est-à-dire que on va faire une sensibilisation auprès de la direction, même si elle a passé, entre guillemets, une commande avec le GEC Handi-Emploi, il y a toujours une sensibilisation qui se fait de manière collective, pour que la direction aussi soit impliquée dans cette démarche, avec le tuteur, bien évidemment, le tuteur du futur alternant, des managers de proximité et de tous les collègues de proximité. Donc ça, effectivement, ça c'est une étape qui est très importante, voilà, pour sensibiliser tout le monde. Voilà, il n'y a pas de tabou, on n'est pas sur des sujets, sur l'intégration d'une personne, elle se fait, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, il faut qu'elle soit anticipée et organisée. Il faut que l'entreprise soit sensibilisée. Et pareil, ça laisse effectivement le temps d'aménager, par exemple, là pour une personne qui était sur un poste de contrôleur de gestion, qui a dû avoir des aménagements pour son écran, pour son siège, un bureau réglable en hauteur. Il faut le temps de pouvoir étudier le poste, de pouvoir étudier l'environnement de travail, de pouvoir être en lien avec les partenaires, les prestataires, fournisseurs pour commander le matériel et pour qu'il soit prêt et installé quand la personne intègre l'entreprise. Et tout ça, la GFIP, voilà, on demande des subventions à la GFIP où il y a des aides financières. Donc ça, c'est pareil, c'est le GEC qui monte les dossiers avec la GFIP en direct et qui va s'occuper de tout ça, de la commande, de l'étude de poste, du financement. Une fois que tout est fait, le salarié, le futur salarié est un salarié du GEC. Donc toute la responsabilité, tout ce qui est DUE, visite médicale, toute la responsabilité juridique contractuelle, elle est au GEC. Donc, il n'y a pas trop de risques à prendre pour l'entreprise puisque le salarié est mis à disposition dans l'entreprise. Sur une durée, alors je ne l'ai peut-être pas précisé, mais les GEC, c'est des groupements d'employeurs qui sont toujours sur l'insertion par la qualification. C'est-à-dire que tous les contrats vont être de l'alternance. Voilà, un GEC ne fonctionnera pas, ne mettra pas à disposition une personne en CDD ou en CDI. On n'est vraiment que sur l'alternance, qui peut durer de 6 mois à 24 mois ou 36 mois pour certaines formations. Aucune obligation, évidemment, à la suite que l'entreprise garde ce salarié-là. L'idée, le GEC est là pour apporter une qualification à une personne. Voilà, l'entreprise, l'idée, effectivement, c'est de le pérenniser, hein, qu'il intègre l'entreprise, mais il n'y a pas d'obligation. Une fois que le salarié est mis, intègre le poste, il y a un accompagnement physique qui se fait tous les mois avec le tuteur, le salarié et le GEC. Donc ça, c'est important aussi. L'entreprise, elle n'est pas mise de côté, elle n'est pas abandonnée, elle est vraiment accompagnée tous les mois. D'accord ? Ça permet aussi de voir effectivement les écarts entre ce qui avait été dit au démarrage et puis les missions vraiment qui sont confiées à l'alternant.
Hein, on a eu le cas, moi j'ai arrêté un contrat il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la personne, ils l'ont pris pour les chiffres, hein, très clairement, alors que ce n'était pas forcément aussi visible que ça. Et derrière, la personne était plus chargée de faire des photocopies, les cafés, et un peu mise sur le côté. Donc pas du tout en adaptation avec sa formation. Voilà, aucun intérêt. Donc on est vraiment là aussi pour faire le lien avec la formation suivie, ce qui fait en entreprise, quels sont peut-être les freins, quelles sont voilà, les difficultés qu'on peut régler. Et ça peut se faire que s'il y a un accompagnement qui est régulier. Et qu'est-ce qui se passe, Sylvie, quand justement dans ces situations, vous enlevez la personne de l'entreprise ou... Oui, effectivement, on fait là pour la personne auquel je fais référence, on a fait une rupture de contrat. La salariée n'a pas souhaité continuer parce que voilà, elle n'a pas été accompagnée par l'entreprise, en tout cas par son tuteur qui ne voulait pas être son tuteur au final. Hein. Donc, nous, c'est notre salarié, donc du coup, on a fait la rupture de contrat de mise à disposition avec l'entreprise. Et après, c'est à notre rôle de retrouver l'entreprise à ce salarié. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Et par contre, comment ça se passe si les personnes, elles tombent malades pendant ces périodes-là? Qui supporte tout ça? C'est vous? Exactement, on est GEC, l'employeur. hein. Tout à fait. D'accord. Okay. Tout ce qui est arrêt, congé, vraiment, on a toutes les… voilà, c'est vraiment… ça reste notre salarié qu'on met à disposition de l'entreprise. Donc, on reste vraiment l'employeur. Donc, c'est vrai que l'entreprise… ça rassure l'entreprise pour se dire bon je suis accompagnée, je porte pas le contrat, il s'occupe de tout. C'est effectivement, on intervient comme on a vraiment ce rôle de facilitateur. Voilà, sur un sujet qui peut paraître compliqué, où les personnes qui recrutent se sentent un peu démunies, voilà, ils savent qu'il y a une sensibilisation en amont, qu'il y a une étude, qu'il y a un accompagnement via le centre de formation et du salarié. Moi, en général, les salariés, je les ai tous les 15 jours au téléphone, au moins. Parce qu'il y a des choses qu'ils veulent pas, qui se disent pas devant le tuteur ou en entreprise. Donc ça, c'est très important, et ça, à avoir toute la durée du contrat. Voilà, que ce soit vraiment bien régulier. C'est ce qui facilitera l'intégration et c'est ce qui fera le succès en fait de cette intégration, effectivement. Et Sylvie, de ton expérience, est-ce que des entreprises de petite taille, qui n'ont pas forcément une structure RH, qui n'ont pas forcément tout ça, est-ce que ces dispositifs sont compatibles? Alors, effectivement, ils sont, je dirais, au niveau du fonctionnement, plus compatibles parce qu'effectivement, ils n'ont pas de ressources en interne. Il y a personne en général, c'est le chef d'entreprise qui fait le rôle du RH ou la personne qui s'occupe de tout ce qui est administration et financier. Qui va s'occuper de ces sujets-là et qui n'ont pas forcément la connaissance, le temps, etc. Donc, c'est très pertinent pour les TPE et les PME. Pour les grands groupes aussi, mais en général, ils ont une mission handicap, ils ont déjà une équipe qui s'occupe de ça. On arrive en complément. Alors que là, vraiment, sur les TPE et PME, on arrive vraiment comme une solution globale, quoi. Une ressource, quoi. Exactement. D'accord. Voilà, donc comme je disais, rôle facilitateur, on recrute, on sensibilise, on met à disposition, on aménage et il y a l'accompagnement. Pourquoi solliciter un GEC et pourquoi le GEC Handi-Emploi? Effectivement, alors, il y a un impact financier qui est positif pour les adhérents, pour les entreprises qui interviennent, qui adhèrent au GEC Handi-Emploi. On a déjà tout ce qui est les formations. Les formations, c'est le GEC, effectivement, qui se charge de tout ce qui est financement de la formation. Donc, l'entreprise, elle n'a rien à faire. C'est nous qui gérons ça. S'il y a un surplus, c'est le GEC qui porte. Tout ce qui est, effectivement, la diminution, la contribution à l'EOTH. Sachant qu'un effectif, sur une année, on est sur 4 200 €. Voilà, qu'on apporte à l'entreprise, effectivement, en prenant une personne sur une durée d'1 an qui va diminuer. Et toutes les aides d'accompagnement, que ce soit de l'État ou de la GFIP. Puisqu'on a des aides, par exemple, la GFIP, elle va débloquer des aides, on va monter des dossiers évidemment, mais il y a des aides qui sont allouées aux entreprises qui recrutent une personne en contrat pro ou une personne en contrat d'apprentissage, qui peuvent aller, le contrat pro, le maximum 5 000 € par contrat, et puis sur le contrat d'apprentissage, 4 000 €. Donc ça, c'est les aides de la GFIP. Il peut y avoir aussi des aides cumulées sur les aménagements, comme on en parlait tout à l'heure, sur des adaptations particulières. Et on a les aides de l'État,
Là, le plan de relance a été, ils ont prolongé jusqu'au 30 juin 2022, et je pense qu'il va être prolongé jusqu'à fin d'année, une aide, effectivement, qui va de 5 000 à 8 000 euros par contrat, par année. Donc là, si on cumule les 4 200 euros de la diminution de la ETH, l'aide de l'État, l'aide de la GFIP, voilà. Et l'entreprise n'a rien à faire puisqu'on monte tout. Il y a vraiment ce côté-là, effectivement, qui est relativement intéressant. Voilà, on intervient sur, on est un GEC et il y a des GEC qui sont spécifiques à un secteur d'activité. Il y en a qui sont effectivement spécifiques au métier d'accueil, de logistique. On est vraiment, nous, le GEC Handi-Emploi sur multisectoriel. D'accord? On peut très bien intervenir sur les fonctions support, sur tout ce qui est fonctions techniques, métier du BTP, dessinateur, technicien de bureau d'études et tout ce qui est métier autre secteur d'activité, tout ce qui est banque, assurance, mutuelle, grande distribution. Alors, vous, tout à l'heure, vous me disiez, il y a une personne qui a recruté une personne en situation de handicap. C'est toi, Sophie, je crois? Bah, du coup, on a recruté Maxime. D'accord, ok. Et alors, comment ça se parler de son expérience? Vous pouvez faire un petit retour? Et du coup, est-ce que tu avais été accompagnée à ce moment-là? Tu as été un petit peu démunie? Quelles ont été les difficultés? Alors, en toute transparence, comment ça s'est passé? J'ai un adhérent qui est venu me voir et qui m'a dit qu'on avait une politique de handicap et qu'il souhaitait avoir quelqu'un mis à disposition avec quelqu'un avec une reconnaissance RQTH. Alors, voilà. Donc, moi, j'avais des contacts avec Cap Emploi 92. Ouais. Ça. Et donc, du coup, j'ai contacté cette personne qui m'a, suite à l'analyse du poste, et envoyé des candidats. Voilà. Et puis, en fonction de ce que j'ai reçu, je crois que j'ai fait les choses un peu à l'envers, mais bon, c'était la première fois vraiment que je faisais ça. Et du coup, sur chaque poste chaque candidature, il y avait donc le profil, le CV de la personne, et puis un petit mémo qui disait que la personne avait besoin de avait certaines contraintes, donc il fallait prévoir potentiellement ça ou ça ou ça. Voilà, donc quand on reçoit la personne, on sait en tout état de cause ce dont on a besoin, ce qui peut potentiellement, poste. Et puis, donc, on a rencontré Maxime. Bon, Maxime était très ouvert sur son handicap, donc il va déjà tout dévoiler lors de l'entretien. Et à partir de ça, j'ai vérifié que l'adhérent, sans bien sûr parler de l'handicap de Maxime, mais parler vraiment de, il faut aller à un bureau fermé, pas de bruit, un cadre calme, posé. Et on a fait en sorte que ça soit le cas. Et puis après, Maxime allait rencontrer l'adhérent. Et puis ça s'est assez bien passé, je trouve. Voilà. D'accord. Tu as eu besoin de débloquer des aides ou c'était il y a longtemps? Non, il n'y avait pas d'aide parce que le handicap de Maxime est invisible. Moi, je dirais. Ouais, voilà. Je dirais plutôt invisible. Donc, moi, j'avais besoin de rien du tout. Après, nous, on avait des liens avec la RACT. Donc, la GFIP, je les connaissais un petit peu, mais on n'avait pas besoin de fonds, quoi que ce soit, pour le poste. D'accord, donc tu as vécu cette situation de manière plutôt positive. Ah oui. Non, moi, je suis très ouverte, de toute façon, sur ce sujet. Hein. Moi, les personnes, par exemple, dites éloignées de l'emploi, quel que soit leur statut, handicapé ou pas, au RSA, moi, j'en fais pas vraiment. Pour moi, c'est pas du tout un sujet pour moi. C'était plus, moi, mon stress que j'ai eu lors de ce recrutement, c'est est-ce que la personne va bien être intégrée, bien accueillie, bien accompagnée, voilà, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas tant que ça. Et d'habitude, pour un recrutement classique, on a un peu les alertes classiques pour quelqu'un, pour une intégration classique. Là, j'avais pas forcément l'habitude, donc ça m'a un peu stressée, mais au final, avec un peu de bienveillance et de bon sens et la bonne volonté, ça s'est bien passé. Mais effectivement, la volonté, elle est très importante et la bienveillance. Tu vois, tu n'as pas été accompagné, mais tu as eu l'envie la candidature correspondait aux compétences que tu recherchais, et tu t'es soucié de son intégration. Voilà. Oui, après Maxime, il le dira si c'est une réussite ou pas. Peut-être pas ce soir devant tout le monde, mais… Oui, bien sûr, oui. Voilà. Mais voilà, effectivement, ça fonctionne quand il y a une bienveillance, qu'il y a une volonté et que
et qu'il accompagnait. Là, il a été accompagné indirectement, puisque dans ta tête, tu te disais, est-ce qu'il est bien intégré? Donc, tu devais être à l'affût, tu devais quand même être observateur, voilà, de voir un petit peu ce qui se passait dans l'entreprise, les relations qu'il avait avec les collègues. Tu t'es assuré qu'il était dans un environnement de travail qui était adapté. Voilà, toutes ces choses-là, effectivement, sont à prendre en compte pour intégrer durablement une personne. Tout à fait. D'autres personnes ont déjà été amenées à recruter ou avoir un collègue en situation de handicap? Je crois pas, je crois dans le descriptif, dans les présentations, je n'avais pas d'autres personnes. Mais On a Elena, Séverine, toi, tu es peut-être. sur le retour d'expérience, peut-être intéressant de ce que tu m'as raconté. Oui, nous, on a une personne en poste en CDD qui a une déficience visuelle. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, ça a été un peu compliqué au départ, justement, parce qu'il a fallu expliquer aux personnes que cette démarche d'accompagnement était complètement différente d'une personne, je vais dire, classique, de par le handicap de la personne qui a été intégrée. D'accord. Quel type de handicap quand tu parles en… Bah, c'est déficience visuelle. Et comme c'est une société de nettoyage, Ouais. donc voilà, c'était d'autant plus compliqué de se dire, bon, bah, pour les personnes qui l'ont intégrée, déficience visuelle, c'était la personne ne voit rien. Donc, pour eux, c'était compliqué de se dire, mais dans ce cas-là, si elle ne voit rien, comment est-ce qu'elle va faire pour faire le job? Pour faire l'autocontrôle. Voilà, l'autocontrôle, le fameux autocontrôle. Et du coup, comment tu as fait alors? Et du coup, une personne du métier l'a accompagnée sur un des chantiers de façon à pouvoir se rendre compte de se rendre compte comment la personne travaillait en fait. Et en fait, la personne compensait, de par son handicap, elle compensait sa façon de faire les tâches. Complètement. Voilà. Et nous, cette notion de compensation n'était pas du tout intégrée en amont. Ouais, tu l'as découverte. Voilà. Parce qu'il y a eu elle, ce blocage d'entrée sur la déficience visuelle. Ouais, et du coup, tu n'as pas contacté peut-être des organismes pour t'accompagner sur ce sujet-là ou sensibiliser les collègues ou, non, parce que nous, on est passé par Cap Emploi, justement, qui nous a envoyé cette personne, enfin, qui nous a transmis le CV de la personne. Et on n'a pas vraiment eu d'accompagnement de la part de Cap Emploi à ce niveau-là. D'accord, mais effectivement, hein, le Cap Emploi, c'est parfois un petit peu comme Pôle Emploi. Malheureusement, ils ont beaucoup de sujets à mener de front et c'est pas toujours évident d'être sur du sur-mesure et de l'accompagnement. Voilà. Bon, sur le prochain, tu appelleras le GEC Handi Emploi. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant dans le retour d'expérience, c'est que ça marche parce qu'il y a, encore une fois, la volonté et l'entêtement de dire, OK, comment on va faire pour y arriver quand même? Même si convaincre le manager, essayer de trouver, voilà, là, en l'occurrence, voilà, la solution qui avait été trouvée, c'est de dire, OK, on va accompagner la personne sur le chantier, voir comment elle fait. Mais bon, il fallait que le dirigeant soit d'accord, il fallait quand même qu'on donne cette de seconde opportunité en fait à la personne. Et c'est vrai que je trouve que voilà, les entreprises, on est quand même assez démunis. Hein. Oui, complètement. Et il faut identifier, c'est important dans l'entreprise, qui peut être le tuteur, qui peut accompagner, qui peut avoir ce rôle-là, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui, au-delà d'être sensibilisées ou non, n'ont pas cette capacité, effectivement, de patience, d'empathie, qui n'ont pas ces qualités. Donc vraiment, c'est important dans le recrutement et dans l'intégration d'identifier cette personne-là. Effectivement, ça a fonctionné parce que toi, Elena, du coup, tu as été sensibilisée, tu as porté un peu le sujet, toi aussi, Sophie, parce que vous avez, vous, engendré du temps, des idées, des solutions pour que l'intégration fonctionne. Maxime, tu es toujours avec nous? Maxime? Oui, je suis là, vous entends pas. J'avais oublié d'activer mon micro. Non, je suis toujours là.
Pourrais-tu nous faire un petit retour peut-être de ton expérience et de ton intégration? Alors, sur l'intégration chez l'adhérent, bon, il n'y a pas de souci particulier. Enfin, le reste, c'est que de la compétence professionnelle, puisque c'est arrivé sur un nouveau métier, donc il n'y a pas grand-chose à dire par rapport au handicap. Moi, j'avais juste peur de la réaction Du regard? Du regard des collègues de l'entreprise? Surtout surtout de mes deux managers, puisque voilà, j'étais pas du tout. Moi, personnellement, je ne sais jamais vraiment comment aborder ce type de questions, aborder le handicap en entretien. Je ne sais pas du tout. Je l'ai abordé avec Sophie parce que bah, voilà, elle avait été prévenue par Cap Emploi. Pour l'adhérent, je me rappelle plus si je l'avais abordé, donc ça, je m'en souviens plus. Moi, par contre, sur mon expérience de manière générale, alors, rien à voir avec l'adhésion avec J'Emploie, c'est je ressens deux choses. Un, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises sont d'accord pour prendre des personnes en situation de handicap, mais uniquement dans des cas d'alternance. C'est-à-dire qu'il y a un projet de recruter quelqu'un en alternance, mais il n'y a rien derrière. Et du coup, à la fin de l'alternance, bon, la personne repart au Pôle emploi ou au Cap emploi pour être indemnisée pour recommencer ailleurs. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a un fort taux de turnover là-dessus, sur le recrutement des personnes avec handicap. Il n'y a pas vraiment de véritable projet derrière. Moi, il m'arrive de temps en temps de recevoir des appels, et aujourd'hui encore, d'associations qui est spécialisée dans l'insertion de personnes avec handicap qui me demandent où est-ce que j'en suis dans mes projets. Donc, j'ai aussi un peu l'impression que, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le handicap, c'est devenu un petit peu un petit business pour certaines structures. J'en reçois, personnellement, je reçois de temps en temps, tous les ans, je reçois un mail un peu brut d'une structure qui se dit spécialisée dans l'insertion de personnes avec handicap et qui me demande merci de nous envoyer vos ETP pour que, avec le nombre de personnes en situation de handicap, pour qu'on puisse vous proposer un accompagnement. Donc voilà. D'accord, oui, effectivement, là, ça fait un petit peu cavalier. Alors, j'entends tes frustrations par rapport à l'alternance et le turnover qu'il peut y avoir. Alors, ce n'est pas uniquement sur des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup d'alternances qui n'aboutissent pas sur un contrat en CDD, CDI en entreprise. Parce que finalement, l'alternant n'est pas le profil finalement proposé et demandé par l'entreprise. Sur la première, deuxième année, le besoin d'entreprise a changé, il a évolué. Donc voilà, c'est un peu dommage, entre guillemets, que tu aies ce retour-là, mais bon, c'est ton sentiment. Effectivement, on va retrouver ces taux-là sur le tout public aussi. Une alternance d'une personne non reconnue travailleur handicapé ne va pas forcément passer en CDI. Oui, bien sûr, j'entends bien, j'entends que ça peut toucher tous les publics. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, moi, par exemple, moi, je suis arrivé chez J'Emploie en 2020. En 2020, on était encore en période de… Bon, c'était une année un peu particulière parce que c'était… Oui. Moi, j'ai reçu, j'étais inscrit au Pôle emploi à ce moment-là et donc au Cap emploi. Moi, j'ai reçu des propositions pour personnes en situation de handicap. C'était majoritairement, c'était pratiquement que des alternances, alors que je venais tout juste d'en faire une. Donc, voilà, Donc là, effectivement, c'est plutôt votre conseiller Cap Emploi qui n'a pas fait le rôle de… Non, pas forcément le conseiller Cap Emploi, des personnes de structure, des personnes responsables de missions de handicap, souvent de grandes entreprises d'ailleurs, qui m'appelaient et qui me disaient seriez-vous disponible pour une alternance? Voilà, que des… Voilà. Alors que vous sortiez d'une alternance, effectivement, exactement. Il y a des entreprises, on ne va pas se le cacher, des entreprises qui vont être à la chasse des 6% et qui vont sélectionner le sigle RQTH sur les CV. Ça,
on ne Ouais. pourra pas être dans un monde merveilleux, ça on le sait bien effectivement. Mhm. Merci beaucoup Maxime pour ton Oui. pour ton retour. Moi, je vous en prie. Séverine, est-ce que avant, bon, je vois que le temps passe, Oui. est-ce que toi tu es dans une situation très intéressante aussi, puisque Parce tu as qu'elle fait est en une reconversion reconversion. professionnelle, tout à fait. Tu as été en Pardon. reconversion et donc du coup tu as changé de métier et finalement ça a été une très belle opportunité. Enfin bon, moi je suis très attachée à Séverine puisque c'est la première Jean employée que j'ai recrutée quand je suis arrivée chez Jean Emploi et Voilà, vous allez vite le comprendre, elle est très attachée à moi. voilà. Alors moi, oui, donc j'avais un métier et je me suis fait opérer. Donc après une opération, la médecine du travail de mon ancien employeur, c'est elle qui m'a conseillé de faire un dossier MDPH. Ouais. Donc que j'ai fait et à ce moment-là, j'ai été reconnue travailleuse handicapée parce que je pouvais plus exercer mon métier, donc j'étais en incapacité d'exercer mon métier, donc j'étais au chômage et donc j'ai eu tout l'accompagnement MDPH, bilan de compétences, remise à niveau et formation. À savoir que c'est très long parce qu'entre chaque formation, il faut refaire un dossier MDPH, il faut attendre. Donc la MDPH, c'est entre 4 et 6 mois. Donc En fonction des départements, il y a des en fonction départements où c'est beaucoup plus long. Moi, ça va, j'étais dans Lyon, donc c'était Ah oui, assez rapide. en 93, on a 2 ans d'attente avant une réponse sur un dossier instruit. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on retourne au chômage, donc c'est pas évident non plus, parce qu'on n'est pas payé pendant ce temps-là, quoi. On n'est payé que le chômage, hein, donc c'est pas évident non plus. Financièrement, il faut pouvoir le faire aussi. Donc je comprends qu'il y ait peut-être beaucoup de gens qui ne font pas ces démarches-là. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez beaucoup de personnes atteintes de handicap qui n'ont pas de dossier MDPH, parce que c'est très long. C'est très compliqué aussi. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne donnent pas leur handicap à la médecine du travail parce qu'ils ne veulent pas être mis en incapacité. Ça, c'est une réalité aussi des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Donc moi, de toute façon, je ne pouvais plus faire mon travail. Donc il a bien fallu que je fasse autre chose. Et donc j'ai fait une formation et après ma formation, donc moi j'ai fait une formation au COS. Donc c'est vraiment un organisme qui s'occupe, il y en a un petit peu partout en France, c'est des organismes de formation qui ne font que des formations de public en situation de handicap. Hein. Et donc moi j'ai fait donc cette formation là-bas et j'ai travaillé après. Et après j'ai intégré J'emploi en 2017. Donc j'ai dû faire donc j'ai eu une reconnaissance pendant 5 ans. Et après, quand j'ai fait ma demande au bout de 5 ans, ce que vous disiez, hein, par rapport à mon poste, et donc aujourd'hui, je ne suis plus travailleur handicapé. Voilà, Je ne suis effectivement, plus c'est toujours pareil, reconnue. situation de travail, tout à fait. Voilà. Par rapport à ma situation actuelle, je n'ai plus de reconnaissance travailleur handicapé à l'heure Et vous actuelle. avez été accompagné dans ces démarches-là de dossiers, de reconnaissance, de bilan, on va dire, Alors de moi, j'ai eu de la compétences, chance ce genre de parce que choses? j'avais sur Sens, j'avais un CCAS. En fait, il y avait un CCAS à Sens. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire, hein, je me souviens plus. Et en fait, donc il y avait une antenne MDPH, une personne de l'antenne MDPH qui en fait m'a rempli le dossier. Vraiment, tout le dossier a été rempli avec elle. Donc ça, c'est bien parce que c'est très lourd. Oui, c'est très comme lourd dossier. comme dossier à remplir. Si vous n'êtes pas accompagné, effectivement, c'est très compliqué, quoi. C'est très, très compliqué. Après, il faut un certificat médical. Donc déjà, il faut aussi trouver un médecin qui arrive à remplir un certificat médical MDPH. Alors ça, il faut se lever de bonne heure. Donc bon, moi, ça va. J'avais un docteur de famille qui a fait ça. Et puis, elle s'est mise en relation aussi avec ma chirurgienne par rapport aux limitations qu'on peut avoir, hein, parce que c'est beaucoup de questions par rapport aux limites Bien dans la sûr, et vie, c'est dans très la vie technique, hein, le actuelle, dossier qui est demandé. Il faut dans rentrer la dans le vie, détail, hein, effectivement, tout à fait. dans la vie actuelle, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle aussi. Donc voilà, par rapport au poste, hein, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs handicapés
qui sont handicapés à cause de leur travail d'avant. Complètement. Voilà. Complètement, oui, mais ça, les personnes qui deviennent inaptes au travail, dû à À leur leur exercice travail. professionnel durant 10, 20, 30 ans et parfois pas aussi longtemps. Oui, oui. Voilà. Et c'est très, très compliqué parce que moi, c'est lié à mon travail. Mais par contre, la sécurité sociale n'a jamais voulu me mettre en Déclarer en maladie maladie professionnelle. professionnelle. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est effectivement encore un autre dossier, encore d'autres démarches qui sont, je dirais, presque encore plus compliquées. Mais d'où, je pense que le pourcentage de, voilà, entre le pourcentage de travailleurs Oui, bien sûr, handicapés déclaré. reconnus et les autres, c'est tout vient de là aussi. Parce qu'il faut trouver un médecin qui vous fasse le certificat médical, il faut trouver quelqu'un qui puisse vous aider à remplir le dossier qui est très, très, très lourd. Et puis, puis avoir la possibilité d'attendre 6 mois, 1 an, Oui, d'avoir ce 2 retour-là ans. pour pouvoir après pouvoir Ouais. postuler, être accompagné sur de l'emploi ou de la formation, quoi. Voilà. Et aussi, nous, on l'a vu, parce que moi, j'ai fait une formation avec que des travailleurs handicapés reconnus, parce qu'il fallait avoir un dossier MDPH pour faire cette formation-là, où quand on fait, à la fin, on fait comme dans toutes les formations, CV, lettre de motivation, machin. Et comment aborder le handicap en entretien? Est-ce qu'on le met dans un CV? Est-ce qu'on le met dans une lettre de motivation? Est-ce que tout ça... Je ne suis pas sûre que quand j'ai postulé à J'emploi que j'ai parlé de ma situation de travailleur handicapé. Alors, non, je te confirme, et en fait, c'était entre les lignes, hein, tu parlais d'une reconversion qui était due effectivement au fait que tu ne pouvais plus exercer ton métier, quoi, mais tu l'as pas dit explicitement, mais moi, bon, nous, ça nous a évidemment Voilà. jamais gêné Ouais, parce tu l'as que... compris tout de suite, quoi. Bah, oui, mais c'était pas... Voilà, le métier auquel se destine aujourd'hui Séverine, c'est un métier, voilà, qu'elle... comment dire, voilà, c'est dans une suite logique de la reconversion. En fait, je pense que tu as été très bien accompagnée, Séverine, hein, parce que franchement, aujourd'hui, tu sors vraiment par le haut, quoi, de toute Oui, cette bien sûr. situation, et tu fais très bien ton métier, et bon, voilà, je veux dire, il y a pas de souci, quoi. Mais je pense que c'est vraiment une question de trouver les bons interlocuteurs au bon moment, de trouver, voilà, quoi. Oui, puis bon, Et la c'est limite de ce qu'on dit, de ce qu'on dit pas, de ce qui fait partie exactement, de l'intimité, de ce qui fait partie du voilà. Et professionnel aussi le et du privé. recruteur en face qui, évidemment, ne va pas poser de questions ou va en poser. Enfin, moi, dans mon cas, je reste évidemment très respectueuse, hein, de Oui, mais bon, tout c'est pas ça, quoi. après, il y a des gens, voilà, c'est vrai que Voilà. il y a des gens aussi qui ont des expériences parce qu'ils ont parlé de leur handicap ou Et les voilà. recruteurs, ils n'étaient Voilà. pas du tout bienveillants et Voilà. c'est Ça, compliqué. effectivement, il y a ce Voilà, c'est problème, compliqué, problème-là, ouais. effectivement. Hein, ça, en entretien, il est interdit de poser la question. Hein, quel est votre Bien handicap? C'est quoi sûr. votre problème de santé? C'est vraiment interdit. On peut que parler de compensation et d'aménagement Oui, éventuel ou pas. c'est interdit, mais ça se Et fait. pour aborder, effectivement, quand Voilà. il y a une personne qui est en recherche d'emploi, si elle veut pas le dire à l'entreprise, mais qu'elle veut quand même aller dans une entreprise qui a une politique handicap ou que le sujet, voilà, elle va le mettre sur son CV uniquement. RQTH, voilà, ces 4 lettres-là qui, en entretien, une personne formée au RH aux personnes en situation de handicap va poser la question sur les compensations, besoin d'aménagement. Oui, non, pas d'aménagement, on passe à autre chose, besoin d'aménagement. Moi, dans mon Ça devient pas un sujet, quoi. expérience, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens en situation de handicap parce qu'ils étaient tous comme ça. Personne ne le met. Ben oui. Non, mais on Oui, peut parce qu'il y a la comprendre, crainte, hein. il y a la peur aussi de Oui, l'entreprise, de le cataloguer comme voilà, Oui, parce que une personne et puis handicapée. nous on prend des postes qu'on sait qu'on va pouvoir, C'est on ça. sait que nous on a les capacités de faire, donc en fait Voilà. on préfère ne pas s'éterniser là-dessus. Et après peut-être que voilà, quand on est bien dans l'entreprise, moi je sais que voilà, moi je suis sur 4 entreprises différentes, ils savent tous maintenant mon parcours, ils l'ont peut-être pas, ils l'ont su au fur et à mesure. Et c'est les premiers à me dire et le siège, ça va, Séverine, est-ce que tu veux une souris ergonomique, machin, patin, voilà.
Mais c'est comme ça qu'on l'aborde en fait. C'est pas on va demander des aménagements, c'est en fait on va s'intégrer dans une entreprise et avoir la possibilité peut-être d'avoir Voilà, des aménagements après. C'est plutôt dans ce voilà. sens-là. Quoi, moi, c'est l'expérience En que tout cas, j'ai c'est dans ce autour que de vous avez vu, moi. effectivement. Et le côté bienveillance des entreprises dans lesquelles vous intervenez vous ont aussi permis et libéré d'en parler assez, Mm, assez Voilà. facilement, quoi. Oui, puis Voilà. bon, après, il y a différents stades de handicap aussi. Moi, il y a des, voilà, moi, autour de moi, j'ai des gens qui sont en plus mauvaise capacité, entre guillemets, de pouvoir soit faire un poste à temps plein parce que c'est pas possible, physiquement, psychologiquement, suivant le handicap qu'ils ont, c'est Bien sûr, c'est tout pas à fait. possible. Voilà. Après, s'ils sont Mais ils cherchent des emplois. S'ils ont besoin d'un mi-temps, ils vont pas chercher un plein temps. Vous voyez ce que je veux dire? bien Ils sûr, vont en parce fait, qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent voilà, pas tenir le temps plein, complètement. c'est eux qui vont chercher en fait l'emploi qui pensent pouvoir euh, accomplir, mais pour éviter en fait d'en parler le plus possible, quoi. Quelqu'un qui a un problème de dos, il va pas être cariste. Mais voilà, bien sûr. Non, non, Bon, complètement. je vois Ouais. que le temps, je suis Ouais, le désolée temps de passe. couper. Le temps passe, on va peut-être que Sylvie, tu Clôturer. peux arrêter le partage d'écran. 3 Comme ça, secondes, on va 3, tous. 3 secondes, 3 secondes. Oui. Sur ce qui vient d'apparaître, il y a une petite faute d'orthographe. Oh, bah, j'ai fait ça, moi, dis donc. Bon. Avez-vous déjà recruté et Ah bah oui, pourquoi? vous avez raison, dis donc. Bah, Je suis désolée, ça me vous saute aux avez yeux. bien fait de me le dire. Je le corrigerai Ça me tout de saute aux suite. yeux depuis tout à l'heure. Eh ben, vous avez très bien fait, merci beaucoup. Voilà. Donc, je pense que bon, on va s'arrêter. Bon, on pourrait En passer parler encore pendant beaucoup des de heures, temps. effectivement. Je crois que l'intervention de Séverine, c'est une belle conclusion parce que dans le fond, on voit bien que comment on arrive à dépasser ces situations-là, c'est évidemment par la compétence. Et Séverine, tu le disais fort justement. Aujourd'hui, ben voilà, moi j'ai les compétences qu'il faut, je fais le job du coup la question du handicap passe complètement en arrière-plan. Je pense que c'est la belle leçon qu'on doit probablement retenir de de tous ces échanges qu'on a eu ensemble. Je remercie beaucoup, je te remercie infiniment Sylvie d'avoir levé le voile sur une question difficile à aborder et de façon aussi pragmatique, professionnelle et probablement et très subtile, hein, dans le fond, avec beaucoup de bienveillance. J'espère J'espère en tout cas vraiment que ça vous aura comme- éclairé. Pardon? J'espère que ça vous aura effectivement éclairé sur cette notion de handicap, sur ce qui se cache derrière ce mot un petit peu tabou, Voilà. sur ce qui existe effectivement, sur tout ce qui est accompagnement des entreprises, des salariés, des personnes en recherche d'emploi. Il y a des Voilà. choses qui existent, dont le GIEC Handi-Emploi, effectivement, et qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, si ce n'est pas le GIEC Handi-Emploi, Voilà. c'est Voilà. autre chose. Mais voilà, il y a des choses qui existent. Si vous voulez être dans cette démarche-là, effectivement. Voilà. Donc ne pas hésiter à parler du GIEC Handi-Emploi parce que on voit bien que ces questions sont difficiles et compliquées pour les entreprises, pour ceux qui s'y sont un peu collés. Et donc je pense que c'est une belle façon d'accompagner ces questions-là dans l'entreprise. Donc vraiment, nous, on va évidemment diffuser ce webinaire. Bon, Sophie va retravailler tout ça et pour que ça donne un éclairage aussi sur ces dispositifs qui sont, me semble-t-il, vraiment encore une fois très pertinents. Un grand merci à tous. Comme d'habitude, ces clubs de DRH, moi je suis tellement contente que ça puisse donner lieu à des soirées comme celle-là. Et ben voilà, et puis je vais vous donner tous rendez-vous la prochaine fois. On n'a plus beaucoup de temps pour les réactions, mais bon, je crois que voilà, je pense que bon, il faut essayer de tenir quand même le timing Oui. de ces soirées-là. Donc, sauf si quelqu'un a un truc vraiment, envie vraiment de dire quelque chose, on peut peut-être s'arrêter. Ou toi, Sylvie, un petit mot de conclusion. Effectivement, alors je vais remercier tout le monde pour votre participation parce que c'était assez interactif. Vous avez voilà, vous avez quand même pas mal participé, c'était plutôt intéressant. Alors c'était pour tout vous dire mon premier webinaire à animer. Donc je me suis un peu attardée sur la première partie du handicap, puis de parler comme ça à travers un écran et de pas être devant une salle.
C'était un petit peu un exercice pas super agréable, on va dire. Mais voilà, il faut bien faire le premier. Donc, merci à tous. J'espère en tout cas que j'ai pu un petit peu éclairer cette notion-là, vous apporter une autre vision, une autre image du handicap. Et voilà, de se dire que c'est possible et que, effectivement, de recruter, quand on veut recruter une personne en situation de handicap, de penser à l'alternance, ça peut être effectivement un premier pas, d'être dans cette démarche-là de GPEC. Voilà, d'anticiper les recrutements, de former quelqu'un pour le garder en entreprise derrière. Voilà, c'est un sujet, effectivement, quand on ne sait pas trop, on aimerait recruter une personne en situation de handicap, mais comment? Ça peut être par là, en apportant une formation, une qualification à cette personne-là pour pouvoir l'intégrer par la suite. Voilà. Bon, merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Super intéressant. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Pour votre participation.